Janvier 2001, deux hommes cagoulés tirent sur Christian Pousset. On se demande aussi pourquoi ils sont allés dans son bureau l'assassiner. Le meurtre de cet homme, réputé pour son militantisme radical en faveur des artisans et des commerçants, ressemble à une véritable exécution. Il est abattu comme un chien, là. Les enquêteurs fouillent la vie de la victime. Plus il y avait de lumière sur Pousset, plus on découvrira après que ces zones d'ombre étaient immenses. Comment Christian Pousset finançait-il son train de vie? Christian Pousset vivait avec le standing d'un patron de multinationale. Il avait un avion privé, il roulait dans de très belles voitures et, curieusement, rien n'était à lui. La victime avait de nombreux ennemis. À la limite, tout le monde était susceptible d'avoir exécuté ce Christian Pousset. Il pensait qu'il était intouchable, invincible, et donc il ne se laissait pas impressionner. Malgré le travail acharné des policiers du SRPJ de Montpellier, la vérité ne parvient pas à éclater. Mais l'enquête peut encore aboutir. Nous sommes dans le sud-est de la France, à Baillargues, dans le département de l'Hérault. C'est dans cette ville qu'en janvier 2001, Christian Pousset, leader syndicaliste et homme d'affaires sulfureux, a été assassiné sur son lieu de travail. C'est ici que sa course effrénée pour le pouvoir a été stoppée brutalement par deux hommes cagoulés qui l'ont froidement abattu. En creusant de nombreuses pistes, les policiers du SRPJ de Montpellier ont découvert des aspects méconnus de la personnalité de la victime. Leurs investigations les ont menés dans de nombreux milieux, celui du jeu, de la politique, des affaires. Mais aujourd'hui, les assassins de Christian Pousset courent toujours. Retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. Lundi 29 janvier 2001, le jour s'est levé sur Moguio, commune située à une dizaine de kilomètres de Montpellier. Dans le quartier résidentiel, le bruit d'une voiture de sport perturbe le silence matinal. Il est 9h30. Christian Pousset, chef d'entreprise et leader syndicaliste de 44 ans, rejoint ses locaux professionnels au volant de sa Corvette. Il arrive à Baillargues vers 9h45, au siège de l'une de ses sociétés de conseil en gestion d'affaires et en délocalisation. Christian Pousset gare sa voiture sur le parking. Il s'empare de sa mallette, puis monte dans son bureau pour déposer ses affaires, avant de saluer ses employés. Jenny Barlier, assistante comptable, est déjà au travail. Alors, monsieur Pousset donc, arrive dans notre bureau pour nous dire bonjour comme à son habitude. Le téléphone sonne, ma responsable donc, décroche. La personne voulait parler à monsieur Pousset. Pierre Véraud est un ami très proche de Christian Pousset. C'est lui qui téléphone ce lundi matin. J'ai Christian Pousset au bout du fil, qui me dit bonjour Pierre, bonjour Christian. Et là, je l'entends, Christian, je l'entends toujours, cette voix qui dit « c'est quoi ça ?» À ce moment-là, j'ai vu deux hommes entrer, cagoulés, juste les yeux et la bouche visibles. Les mains étaient cachées par des gants et armés. Ils n'ont pas dit un mot. C'est monsieur Pousset qui a parlé, qui a dit quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe encore. Et c'est à ce moment-là que ça a tiré. Ça a été très très rapide. Les deux, ils ont vidé leur chargeur de toute manière, ça c'est clair et net. Après les coups de feu, les deux individus cagoulés quittent précipitamment les locaux. Donc une fois que les tueurs sont partis, j'ai vu les taches de sang par terre. J'ai pas regardé monsieur Pousset, j'ai été me cacher dans les toilettes qui étaient au fin fond des locaux. Le souvenir de cette matinée est toujours très douloureux pour Jenny Barlier. La scène en elle-même est assez choquante. On est complètement ailleurs. Voilà, c'est un autre monde. Une des collègues de Jenny Barlier aperçoit par la fenêtre une grosse berline noire démarrer en trombe. À 9h58, elle téléphone aux pompiers. Quelques minutes plus tard, les gendarmes arrivent aussi sur les lieux. Il est 10h05 quand ils investissent les locaux. Ils découvrent Christian Pousset gisant au pied de son bureau. De son côté, Pierre Véraud est inquiet, mais il ne sait toujours rien du drame qui vient de se jouer. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Il a pris un malaise, c'est quelque chose. Hein. Bon, et c'est là que je téléphone à Montpellier
et que j'avertis un nommé José Delcroix d'aller sur les lieux parce que pour moi il y avait un drame. Voilà. José Delcroix est un collaborateur de Christian Pousset. Il se rend immédiatement à Baillargues pour avoir des nouvelles de son ami. En arrivant, les pompiers étaient déjà là. Et les secrétaires en bas en pleurs, dont une secrétaire, j'ai dit, mais elle est tombée dans mes bras en me disant ils ont tué Christian. De ce fait, je suis monté. Il y a un des inspecteurs qui m'a serré et tout. Il m'a dit monsieur Delcroix, vous redescendez, c'est trop tard, Christian est mort. Christian Pousset est mort. Ses proches sont sous le choc. Quand Delcroix, 15 minutes après, me dit oui mais Pierre, oui c'est ça, Christian était abattu, je suis là perdu. Mais c'est très dur parce qu'on se demande ce qui s'est passé, quoi. Pour quelle raison il a été tué. Il n'y avait pas eu de problème particulier. On se pose pas mal de questions. Victime d'une véritable exécution, le chef d'entreprise n'avait aucune chance de s'en sortir. Je trouve que son assassinat c'est quelque chose de lâche parce que bon, abattre Christian Pousset comme ça, il est abattu comme un chien là. En fin de matinée, le procureur de la République décide de confier l'enquête au SRPJ de Montpellier. Les policiers se rendent immédiatement à Baillargues. Ils doivent au plus vite recueillir les témoignages des 4 employés qui ont assisté à l'assassinat. Ils doivent aussi, de toute urgence, procéder aux premières constatations. Les enquêteurs du SRPJ de Montpellier arrivent sur le parking où la corvette de Christian Pousset est toujours garée. Ils pénètrent ensuite dans le bâtiment par une porte située sur la gauche. Au rez-de-chaussée, un escalier mène au niveau supérieur. Le bureau de Christian Pousset se trouve tout de suite à droite. En face de l'escalier, une salle d'attente donne sur un secrétariat. Ce secrétariat est séparé par une glace sans teint du bureau de la comptabilité. C'est là que le meurtre a eu lieu. Les enquêteurs entrent dans la pièce en passant par le couloir. Le corps de la victime est allongé sur le dos, les 2 mains posées sur le ventre. Christian Pousset tient encore dans sa main gauche le trousseau de clés de sa voiture. Les enquêteurs fouillent la victime. Ils découvrent un stylo de marque Montblanc et un portefeuille contenant 9 400 francs, soit près de 1 400 € et des devises étrangères. Vassili Swistounov est expert en balistique. Il n'a pas travaillé sur cette enquête, mais a accepté pour nous d'analyser la scène de crime. La scène de crime comporte donc bien entendu le corps de la victime, qui est entre la vitre sans teint et le bureau. Vous avez ensuite 5 étuis percutés de calibre 9 mm. Vous en avez un qui est juste sur la gauche de la porte, 4 qui sont à droite. Vous avez un impact qui est à proximité de la victime. Vous avez plusieurs éléments de munitions, donc des projectiles et des fragments, 9 en tout, qui sont répartis à proximité de la victime. Les experts prélèvent les indices. Ils notent ensuite l'emplacement des impacts de balles. Sur la vitre sans teint, à 1,50 m du sol, les enquêteurs découvrent un orifice. Les déclarations de Jenny Barlier, principal témoin du meurtre, permettent aux enquêteurs de comprendre le déroulement des faits. Quand le premier a tiré, les 2 premières balles, je crois qu'elles ont atteint M. Pousset debout. Et au moment de la 3e, M. Pousset est tombé par terre et la balle a traversé une vitre sans teint et a troué le fauteuil de la secrétaire qui était derrière, qui heureusement n'était pas sur le fauteuil. Dans le reste du bâtiment, tout est en ordre. Aucun document n'a été volé. Les tueurs n'avaient qu'un seul et unique but, assassiner Christian Pousset. La nouvelle de la mort du leader syndicaliste se propage comme une onde de choc dans toute la région. Les médias sont alertés. Émilien Jublino, journaliste pour France 3, se souvient des débuts de l'affaire. Je suis en reportage, près de Baillargues, un coup de téléphone, d'origine policière. On me dit, Émilien, file vite à Baillargues, Pousset vient de se faire exécuter. C'est énorme. À la une de ce journal, l'assassinat de Christian Pousset, le président de la CDCA, a été tué. Christian Pousset est une véritable figure locale. Son meurtre fait la une de l'actualité. Sa fille Alexandra, qui a 16 ans au moment des faits, ne comprend pas ce qui s'est passé. J'ai réalisé, quand j'ai vu les premières informations, où en fait l'image de choc que je vois, c'est quand les gens de la morgue portent le sac noir, et là j'ai fait... C'est ce moment-là où ça m'a... J'ai dit, je ne reverrai plus mon papa, quoi.
On se demande pourquoi ils sont allés dans son bureau, l'assassiner, parce que c'est une mort violente. Ils lui ont laissé aucune chance. Vraiment aucune. Le corps de Christian Poussé a été transporté à l'hôpital de Montpellier pour y être autopsié. Son ami Pierre Véraud attend le départ des enquêteurs pour se rendre sur la scène de crime. Moi, j'étais sur les lieux. Je peux vous dire, vous avez des trous dans les murs qui ont traversé toutes les salles, des impacts de balles. Vous avez du sang partout. C'est impressionnant. C'est dans ces bureaux, qui je précise ont depuis changé de propriétaire, que Christian Poussé a été assassiné. C'est même très précisément dans cette pièce qu'il a été froidement abattu alors qu'il était au téléphone. La première chose qui étonne dans ce meurtre, c'est le lieu choisi par les auteurs pour passer à l'acte. Ça semble plutôt risqué d'agir en présence de 4 employés dont ils ne pouvaient pas prévoir les réactions. Oui, risqué, ça l'est, effectivement. C'est même très gonflé, parce qu'il aurait été beaucoup plus logique, beaucoup plus facile d'agresser et de tirer sur Christian Poussé au moment où il venait de garer sa voiture sur le parking, au moment où il sortait de sa voiture. Il n'y aurait eu aucun témoin, vraisemblablement, et puis la fuite des agresseurs aurait été beaucoup plus rapide. Mais alors pour quelles raisons ont-ils choisi de le tuer dans ces bureaux ? C'est difficile de se mettre à leur place. Mais on peut imaginer qu'ils ont voulu qu'il y ait des témoins, qu'ils ont voulu que cette exécution, parce qu'il s'agit d'une exécution, soit publique. Et si ça se passe dans les locaux professionnels de Christian Poussé, c'est peut-être pas innocent. C'est peut-être parce que ça a un lien avec ses activités professionnelles. En tout cas, cela prouve la détermination et le sang-froid des auteurs, et cela prouve également leur connaissance des lieux. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit ils étaient déjà venus ici, ils avaient repéré les lieux, soit quelqu'un leur a expliqué la disposition de ces bureaux, la topographie des lieux. Et ce quelqu'un, pourquoi pas, ça pourrait être le commanditaire de cet assassinat. Est-ce que vous pensez que les auteurs du meurtre planquaient en attendant l'arrivée de Christian Poussé, ou alors qu'ils le suivaient depuis un moment ? Non, je pense pas qu'ils étaient en planque sur ce parking. Leur grosse berline noire aurait été remarquée par les employés qui travaillent ici. Non, je pense plutôt qu'ils l'ont suivi à partir de son domicile. Ils l'ont pris, comme on dit, en filoche. Et puis, ils ont attendu qu'il gare sa voiture, qu'il pénètre dans ses bureaux. Ils sont entrés très peu de temps après lui, parce que quand il a été abattu, il avait encore les clés de sa voiture à la main. L'assistante comptable de Christian Poussé déclare que les 2 individus cagoulés et gantés ont fait usage de leurs armes. Elle ajoute que les 2 hommes ont vidé leur chargeur. Pourtant, les enquêteurs ne retrouvent que 5 étuis, c'est-à-dire 5 douilles sur la scène de crime. Comment l'expliquez-vous ? Il se peut que toutes les douilles n'aient pas été retrouvées par les enquêteurs. Mais Arnaud, je peux vous assurer que si les 2 hommes avaient intégralement vidé leur chargeur, des douilles, il y en aurait eu beaucoup plus, il y en aurait eu partout. Les témoins dans ce genre de situation ne sont pas très fiables. Ils surévaluent toujours le nombre de tirs et la durée des tirs. Il faut bien imaginer que le 9 mm, c'est une arme de gros calibre, ça claque fort et dans des lieux clos comme cela, ça résonne. C'est extrêmement impressionnant. On a toujours l'impression que les tirs durent très longtemps, sont très nourris. Quant à savoir si les 2 armes ont réellement été utilisées, seule l'expertise balistique pourra le déterminer. Alors avant même d'attendre le résultat de ces analyses, les policiers se lancent dans leur enquête de personnalité. Derrière la façade publique, celle d'une figure du syndicalisme, les enquêteurs veulent savoir qui était vraiment Christian Poussé. Les enquêteurs cherchent à retracer le parcours de la victime. Ils apprennent que Christian Poussé est né le 11 novembre 1956 en Espagne. Ses parents reviennent vivre en France alors qu'il n'a que 3 ans. La famille s'installe dans le sud, à la Grande Motte. C'est dans cette ville que Christian Poussé passe une enfance heureuse. Ses parents, commerçants, dirigent 2 magasins de chaussures. Mais en 1979, le décès de son père met brutalement fin à l'équilibre familial. Jacques Villard connaissait très bien Christian Poussé. Christian Poussé, à ce moment-là, a mûri d'un seul coup. Il était devenu le père de famille. Il est brusquement passé d'un stade à l'autre. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui l'a marqué. Le père de Christian Poussé est décédé des suites d'un cancer. Son fils a toujours pensé que sa maladie s'était aggravée à cause d'un contrôle fiscal particulièrement injuste.
Christian Pousset disait que le stress avait été le vecteur de la maladie de son père. Il est évident que son père était tout pour lui. À la mort de son père, le jeune homme reprend le commerce familial. À 23 ans, Christian Pousset devient donc marchand de chaussures. Très vite, il se lance dans le militantisme syndical. Il adhère au COSAC, le comité d'organisation sociale des artisans et commerçants, dirigé par Jacques Villard. J'ai vu un garçon qui avait les cheveux bouclés, qui avait des chemises à fleurs, qui jouait de la guitare, qui, comme moi, ne buvait pas, ne fumait pas. Enfin, je ne veux pas dire que c'était un être idéal, mais en tous les cas, c'était quelqu'un qui était idéal à fréquenter. Je dirais que le déclic a été immédiat. Jacques Villard devient le mentor de Christian Pousset et l'aide à gravir progressivement les échelons, malgré la personnalité introvertie du jeune marchand de chaussures. C'était quelqu'un qui était enfermé en lui-même, qui avait du mal à s'exprimer et qui brusquement s'est ouvert. Christian Pousset lutte contre sa timidité en participant à de nombreux meetings. C'est quelqu'un qui a commencé à descendre de la tribune pour aller parler avec les gens qui étaient dans la salle. Et à partir du moment où ce contact s'est établi, ce côté renfermé s'est ouvert. Et il a su parler d'un domaine qu'il connaissait bien, l'artisanat et le commerce. Le jeune syndicaliste connaît bien la situation des petits commerçants. Il s'engage dans un combat contre le poids excessif des charges sociales qui pèsent, selon lui, sur ces travailleurs indépendants. Du jour au lendemain, Christian Pousset s'est investi, il a bien compris quel était le problème qui se dessinait à l'horizon, les fermetures se multipliaient, les entreprises tombaient les unes après les autres. Vous savez, les misères et les grandeurs de ces métiers-là. C'est quelqu'un qui était tout à fait apte à devenir un responsable syndical et de grande qualité. Peu à peu, Christian Pousset va fédérer la colère de tous les mécontents. Il s'érige alors en porte-parole des petits commerçants et artisans. Et nous sommes allés à la recherche, à la pêche des artisans et commerçants qui étaient en difficulté pour les sortir de leurs problèmes de l'époque. Coiffeurs, plombiers, boulangers ou encore serruriers, nombreux sont les petits commerçants et artisans séduits par le discours du syndicaliste. Maryse Jossuin est restauratrice dans le sud de la France. Elle se souvient des débuts de Christian Pousset. C'était le Messie. C'était un espoir phénoménal parce qu'on s'apercevait que nos cotisations étaient démesurées. Il dégageait une aura terrible quand il rentrait faire un discours. Tout le monde était subjugué par ses paroles et puis tout le monde était prêt à le suivre au bout du monde. Jacques Jossuin partage l'engouement de son épouse. Christian Pousset, c'était une locomotive. Nous, on n'était que les wagons accrochés derrière. La locomotive, c'était lui. En quelques années, Christian Pousset est devenu un leader très charismatique. Sa fille, Alexandra, se souvient de la notoriété de son père. Quand on est petite fille, on est très fiers. Surtout quand on voit son papa à la télé ou quand on assiste à un congrès ou à des réunions. Les gens qui disent oh, « on aime ton papa » ou « qu'est-ce qu'il est gentil ». Alexandra Pousset, qui peut être fière de son papa. Mon papa, c'était quelqu'un, c'était sa petite fille chérie, on va dire. Il était adorable. Je pense que personne ne l'a connu comme je l'ai connu, enfin, affectueux, attentionné, enfin, la moindre de choses que je voulais, il essayait de me l'avoir. Il me gâtait même plus qu'il fallait. Les enquêteurs vont découvrir que l'ascension de Christian Pousset a été fulgurante. En 1987, il devient secrétaire national de la CDCA, la Confédération de défense des commerçants et artisans. Cette organisation conteste alors fortement le système des cotisations sociales obligatoires en matière de santé et de retraite. Il y a de quoi avoir la colère au ventre. Quand on fait ça à 1, 10, 20, 100 000 personnes, ça crée un mouvement comme le CDCA. La CDCA se développe. Le mouvement syndical prend alors une dimension nationale. Avec pour devise « Au-delà des lois, nous irons chercher notre droit ». Christian Pousset prône clairement l'illégalité. Il encourage ses adhérents à ne plus cotiser aux caisses de retraite et d'assurance maladie. Depuis 25 ans, les leaders ont incité à ne pas payer leurs cotisations sociales. Eh bien, je vous incite à continuer. Il demande l'abrogation du système des cotisations obligatoires. Le leader et ses militants descendent dans les rues pour crier leur colère. Ce que j'aimais en Christian Pousset, c'était un syndicaliste. Il était dans toutes les têtes de manifestation, il se battait avec les adhérents. Il a tout fait pour les adhérents, c'est pas le gars qui se déminait.
À partir de ce moment-là, Christian Pousset se consacre totalement à son action politique. Pour ma maman, ça a été le décliqueur. Ma maman lui a fait l'ultimatum à mon papa pour lui demander soit c'est la vie syndicale, soit c'est la vie de famille. Mon papa a choisi le syndicat pour justement combattre ce système, puisque mon grand-père était décédé à la suite du contrôle fiscal. Les enquêteurs découvrent qu'au moment du meurtre, Christian Pousset était coupé de beaucoup de ses amis. Divorcé, remarié, le petit commerçant de la Grande Motte, le syndicaliste révolté, était devenu au fil des ans un véritable homme de pouvoir. On dit que le pouvoir isole. Christian Pousset s'est isolé à ce moment-là. Le discours s'est radicalisé et on a vu arriver un garçon chemise noire, costume noir, lunettes noires, un peu playboy, un peu voyou. C'était pas Christian Pousset, quoi. C'était fini, c'était quelqu'un d'autre. Le lendemain de l'assassinat, le corps de Christian Pousset entre en salle d'autopsie. Comme cela arrive parfois dans des cas de meurtre par arme à feu, le médecin légiste va être assisté lors de son examen par un expert en balistique. Les enquêteurs veulent savoir combien de balles ont atteint la victime, quel type d'arme a été utilisé. Ils attendent également la confirmation que les deux individus cagoulés ont bien tiré. L'expertise médico-légale commence par l'examen externe du corps. Bernard Marc est médecin légiste. Il a l'habitude d'autopsier des victimes de meurtre par arme à feu. Les tirs sont pour une partie en zone thoracique, pour l'autre en partie abdominale et pelvienne, c'est-à-dire le bassin, et également sur les membres. Le médecin légiste doit déterminer combien de projectiles ont atteint la victime. Grâce aux radios, on sait que 3 balles sont restées logées dans le corps. Une dans le fémur droit et 2 dans le thorax. Mais combien de projectiles ont traversé le corps de la victime? Pour répondre à cette question, le légiste compte les plaies. 14 plaies ont été dénombrées, mais bien évidemment, il ne s'agit pas là de 14 tirs, mais de 14 différents orifices occasionnés par les projectiles qui ont été tirés. Autrement dit, le nombre de plaies ne correspond pas forcément au nombre de balles ayant atteint la victime. Puisqu'un seul et même tir peut provoquer un orifice d'entrée, puis un orifice de sortie, et parfois même plusieurs orifices d'entrée et de sortie. On a bien évidemment des lésions qui sont très évocatrices de tirs à bout portant, en tout cas à faible distance. Une entrée, une sortie, parfois des réentrées, c'est-à-dire que le projectile va percer un bras, le traverser, puis traverser le corps, et les projectiles sont extrêmement groupés. L'ensemble donne bien des caractéristiques de tir à très faible distance, à bout portant. Aidé de l'expert en balistique, le médecin légiste cherche à établir la trajectoire des tirs. On va procéder à une analyse des différents orifices, savoir lequel est une entrée, lequel est une sortie, les aligner, et ensuite vérifier cet alignement, déjà avec les images radiologiques, puis avec des tiges spécifiques que le balisticien va introduire, aidé par le médecin légiste, et on va donc avoir là les différentes directions des tirs, avec les entrées et avec les sorties. À la fin de leur examen, les experts ont mis en évidence 7 trajectoires de balles. Mais ils sont dans l'impossibilité de déterminer la chronologie des tirs. En revanche, ils peuvent préciser quelles sont les lésions mortelles. Alors les plaies létales, dans ce cas-là, ont été les plaies thoraciques. Elles ont concerné le cœur, les poumons. C'est elles qui ont occasionné le décès, un décès extrêmement rapide. Les 3 balles logées dans le corps de la victime sont extraites et placées sous scellé en vue d'une expertise balistique. Le premier élément à partir duquel les experts réfléchissent est le calibre choisi par les tueurs. Le calibre utilisé, le 9 mm, est très très courant dans des armes de poing, donc des armes semi-automatiques, mais également des pistolets mitrailleurs, des armes d'épaule ou des mitraillettes, des armes à grande cadence de tir, et donc plusieurs millions de personnes par le monde utilisent ces calibres, donc c'est extrêmement courant. Grâce aux témoins, les enquêteurs savent que les tueurs avaient 2 armes de poing. Les experts vont maintenant essayer de déterminer avec précision quelle arme de poing tirant du 9 mm a été utilisée.
Pour cela, ils observent au microscope les projectiles extraits du corps de la victime. Ils analysent aussi les chemisages, c'est-à-dire les fragments de balles découverts sur la scène de crime. Ces indices ont une importance capitale, car à chaque coup de feu, une arme impose sa signature sur les balles en les marquant de minuscules rainures. Vous avez des rayures orientées à droite sur des projectiles et des fragments. Plusieurs types d'armes laissent de telles marques. Le balisticien précise que ce sont forcément des armes chinoises, tchèques, américaines, suisses ou allemandes. On a des fabricants connus, Sig Sauer, Norinco, CZ, Smith & Wesson, Yamaha. Donc ce sont des armes de poing qui ont été produites en très grand nombre. Sur d'autres chemisages, les rainures visibles au microscope sont à gauche. Là, on retrouve des armes d'origine espagnole ou américaine. C'est ou un Astra, ou un Colt, ou un Detonix. Les tueurs avaient donc deux armes différentes. On ne peut pas déterminer précisément quel modèle, mais on sait que c'est plus probablement ces marques-là. C'est ce qu'on appelle une fourchette de conclusion. Pour Frédéric Ploquin, journaliste spécialisé dans le grand banditisme, l'expertise balistique permet de mieux cerner le profil des tueurs. A priori, tout ce qu'on peut dire concernant les armes, c'est que ce ne sont pas des armes de gamin, comme on dit, quoi. Ce sont des armes qui servent régulièrement dans le milieu. Les douilles saisies sur la scène de crime reviennent du laboratoire d'analyse génétique sans qu'aucune trace d'ADN n'ait pu être révélée. Ce qui veut dire que les tireurs ont très certainement manipulé leurs munitions en étant gantés. Les armes utilisées pour le meurtre, la rapidité d'exécution des tueurs et les précautions qu'ils ont prises pour ne pas être identifiés orientent les enquêteurs vers la piste d'un meurtre commandité. La préméditation du meurtre de Christian Pousset ne fait aucun doute. Il faut préparer son coup, il faut faire des repérages, il ne faut pas se tromper sur l'horaire, Et tout ça, je veux dire, visiblement, ils n'ont pas commis d'erreur. Et ce sont pourtant des erreurs faciles à commettre. Je veux dire, il suffit d'une petite faille dans un processus comme celui-là pour que tout s'écroule. Donc c'est là qu'on peut considérer qu'effectivement, il n'a pas été tué par des amateurs. Évidemment, le but n'est pas de se faire prendre. Donc on doit savoir où se trouve la cible, accéder à cette cible, faire ce qu'on doit y faire, et ensuite le chemin de fuite, de repli, comme le disent certains militaires, pour pouvoir s'échapper sans être pris. C'est très classique, mais ça fonctionne. L'assassinat de Christian Pousset a certainement été commandité et exécuté par des professionnels. A priori, tuer quelqu'un ou exécuter quelqu'un, faire disparaître quelqu'un, vous n'allez pas prendre un amateur, quelqu'un qui va reculer à avoir peur au moment de passer à l'acte, parce que là, ça fait complètement foirer l'affaire et vous vous retrouvez, et tout le monde se retrouve en prison. Il n'y a eu aucune maladresse de commise, aucun commentaire, pas une parole de dite, des gestes sûrs. C'est vraiment un travail de pro. Les policiers s'interrogent alors sur une des constatations du médecin légiste. Christian Pousset a en effet reçu une balle dans une zone qui intrigue les enquêteurs. Christian Pousset a été touché à différents niveaux, y compris au niveau des parties génitales. Donc on peut se poser la question, il y a deux possibilités, soit c'est un hasard, je veux dire une balle qui s'est logée là par hasard, soit c'est un signe. L'hypothèse qui peut être formulée à ce moment-là par les services de police, c'est qu'il y ait un lien entre ce meurtre et une affaire de mœurs. Pourquoi pas? En tout cas, c'est une porte que les policiers ont certainement poussée. Les enquêteurs apprennent que Christian Pousset fréquentait des établissements échangistes. Mais aucun élément ne leur permet de relier la sexualité libertine de la victime au meurtre. Les policiers multiplient les auditions. Ils ne savent toujours pas qui a fait exécuter Christian Pousset. Ils apprennent en revanche très vite que la victime se sentait menacée. La veille de son assassinat, on était à Melun dans un restaurant chinois et Christian Pousset n'était pas l'homme que j'ai connu. Parce que bon, on est rentré dans ce restaurant. Lui, d'habitude, aime bien se mettre dans des endroits pour se faire voir. Et là, il n'a pas voulu être vers la porte, il s'est fait déplacer plusieurs fois. On nous a mis contre la vitrine, il n'a pas voulu être de dos contre la vitrine. Il voulait voir les gens qui rentraient dans le restaurant. Il était mal. Je me demande si là, il ne savait pas qu'il allait être assassiné. Jacques Villard confirme que son ami était inquiet et cherchait à se protéger.
À l'époque où il m'a parlé de cela, il était persuadé que j'avais des contacts qui m'auraient permis de lui faire obtenir une sécurité rapprochée. Je lui ai dit que ça n'existait pas. Alexandra Poussé est aujourd'hui persuadée que son père savait qu'un contrat pesait sur sa tête. Le soir où il devait me ramener, il m'avait fait un gros... Enfin, j'étais dans la voiture, il m'avait pris dans ses bras, il m'a dit « je t'aime ma fille » et tout ça, puis il me serrait, mais très très fort, comme si, presque si c'était un adieu ou... Enfin, je sais pas, j'ai senti quelque chose, comme s'il voulait me prévenir. Enfin, j'oublierai jamais dans la voiture, dans la voiture où il m'a pris, m'a serré, il m'a dit « je t'aime ma fille ». Et en fait, j'aurais dû lui dire plus de choses, mais je n'ai pas dit. Contrat de meurtre commandité, on pense souvent au grand banditisme, à ce qu'on appelle le milieu. Est-ce que c'est une piste qu'il faut creuser? Pour identifier les exécutants de ce contrat, bien sûr, oui. Le fait qu'ils ne vident pas intégralement leur chargeur prouve leur maîtrise, leur savoir-faire. Ces deux hommes, ils savent tirer. Il y a une seule balle perdue, celle qui va se loger dans le dossier du fauteuil de la secrétaire. Les tirs sont groupés. Ces deux types, ils n'arrosent pas, comme on dit en parlant de tireurs inexpérimentés. Et puis en plus, ils n'ont pas peur de la mort, parce qu'ils tirent de près. Ils voient leur victime en train de s'effondrer. Oui, bien entendu, ces deux hommes appartiennent au milieu, au mi-temps, comme on dit. Et est-ce qu'on peut dire la même chose à propos du commanditaire? Non. L'idée d'un assassinat commandité exécuté en vertu d'un contrat suppose d'abord que le commanditaire ne peut pas ou ne veut pas tuer lui-même sa future victime. Pour moi, le commanditaire peut être n'importe qui, même quelqu'un avec un casier judiciaire vierge. On a vu des affaires où des maris jaloux, sans aucun lien avec la pègre, avaient recruté des tueurs à gages pour se débarrasser de leurs femmes. Alors pour identifier les responsables du crime, les enquêteurs vont se replonger dans la vie de la victime. Ils ont découvert que Christian Poussé se sentait menacé. Ils veulent maintenant comprendre quelles activités personnelles ou professionnelles auraient pu le mettre en danger. Les policiers découvrent que le train de vie de Christian Poussé dérangeait parfois ceux qui le côtoyaient. Il venait en corvette faire des réunions aux adhérents du CDCA. C'est la seule chose que moi je lui reprochais. Quand vous êtes représentant d'un syndicat, on ne vient pas avec une voiture de sport faire une réunion à quelqu'un qui va vous exposer son problème, qui ne peut pas payer ses cotisations, qui ne peut pas ceci, qui ne peut pas finir les fins de mois et tout. Les enquêteurs apprennent que la victime avait pris l'habitude de multiplier les déplacements en avion privé. Christian a voulu un avion, c'est vrai. Moi, l'avion, il ne m'a jamais gêné. Ça permettait d'aller à une réunion le matin à Paris et d'en être à une autre le soir à Bordeaux. C'est vrai, on peut lui reprocher. Il y en a qui l'ont fait. Son train de vie a été décrié parce que il y a deux choses. D'une part, la CDCA vous disait à l'époque que c'est le moyen le plus efficace pour un leader tel que Christian Poussé que de voyager en avion pour aller d'un meeting à un autre, etc. Comme c'était un homme qui aimait les grosses et belles voitures, les corvettes. C'était son truc, il était un peu flambeur, c'était le méditerranéen, Poussé, donc il aimait les belles choses, les jolies choses. Quelle place l'argent avait-il dans la vie du leader syndicaliste? Comment Christian Poussé finançait-il son train de vie? Pourquoi semblait-il fasciné par les signes extérieurs de richesse? Brusquement, l'argent est devenu le moteur. L'argent avec le pouvoir, l'argent avec tout ce que ça comporte, de facilité, de vie et de séduction. Et donc, Christian Poussé s'est complètement transformé. Les investigations révèlent que Christian Poussé avait de nombreux comptes en banque. Mais les policiers ne peuvent pas encore avec certitude évaluer le montant de ses revenus. Ses sources de rémunération sont multiples. Les enquêteurs vont devoir faire une expertise financière de sa situation. Personne autour du syndicaliste ne peut dire précisément combien gagnait Christian Poussé. Un reportage avait déjà en 1996 essayé de répondre à cette question. Vous gagnez combien par an? Normal. C'est-à-dire? Je dois être entre 60 000 et 80 000 francs. Christian Poussé déclarait donc à l'époque entre 9 000 et 12 000 euros de revenus par an. Des sommes incompatibles avec son niveau de vie. Les policiers cherchent des explications. En perquisitionnant le coffre de sa corvette, ils découvrent une enveloppe contenant un bordereau de remboursement de plaques et jetons d'un casino de la région.
Ce bordereau atteste que Christian Pousset a perçu 200 000 francs, soit près de 30 000 € à la fin de sa soirée du 22 janvier 2001. Christian Pousset, son dada, c'était le dimanche soir, quand j'allais chez lui, c'était d'aller faire un petit tour au casino de la Grande Motte. Nous avons rencontré l'ancien caissier de ce casino du sud de la France. Il préfère témoigner aujourd'hui sous un pseudonyme. Christian Pousset jouait chez nous, on le voyait régulièrement, peut-être 1-2 fois par mois. Mais pour nous, c'est un client régulier, quoi. 1-2 fois par mois, c'est très régulier chez nous. Christian Pousset faisait partie des habitués. C'était le monsieur respectueux, c'était le monsieur toujours poli, toujours bien habillé, toujours de bonne humeur, d'humeur égale, jamais de colère, jamais aussi bien dans la perte que dans le gain. Christian Pousset avait la méthode des anciens joueurs, c'est-à-dire que lorsqu'il touchait un numéro, il laissait la mise aux employés. Et Christian Pousset laissait régulièrement la mise aux employés. Cette passion de Christian Pousset pour les casinos détonnait dans son univers de petits commerçants. Les travailleurs indépendants n'ont pas bien apprécié ces sorties au casino qui, les derniers temps, on voyait sur les journaux à Montpellier, on voyait Christian Pousset à la sortie des casinos. Christian a été accusé d'aimer l'argent, il a été accusé de fréquenter les casinos. C'est en partie vrai, oui, mais il jouait. Bon, le monde n'est pas parfait. Le syndicaliste était donc un joueur régulier. Et selon ses proches, il avait la baraka. D'après son épouse, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de chance et qui gagnait de fortes sommes au casino. Christian Pousset était chanceux, même si des fois ça lui arrivait de perdre de l'argent, il se refaisait la semaine d'après, quoi. C'était un monsieur qui était dans tous les casinos de France, on lui déroulait le tapis rouge. Les enquêteurs orientent alors leurs investigations dans l'univers du jeu. Ils interrogent tous les directeurs de casinos de la région. Ils découvrent que Christian Pousset fréquentait régulièrement une dizaine d'établissements et que malgré sa chance insolente, il perdait tout de même beaucoup d'argent. Les déclarations des directeurs de casinos permettent d'évaluer à 2 millions de francs, soit près de 300 000 €, le montant de ses pertes dans les 2 années précédant son meurtre. Comment Christian Pousset gérait-il ses pertes ? Aurait-il emprunté de l'argent sans être en mesure de le rendre ? Et si le mobile du meurtre était une dette de jeu ? Depuis 25 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu des meurtres liés à des dettes de jeu. Ce qui est arrivé à Christian Pousset n'est pas du tout lié au jeu. Il n'a eu aucun souci dans une salle de jeu avec qui que ce soit. Je n'ai jamais vu le ton monter avec une personne étrangère, jamais, jamais. La seule chose que je constate, c'est que cette piste qui n'a pas été écartée par les enquêteurs n'a rien apporté. Donc, oui, il jouait beaucoup, point barre. Les investigations des enquêteurs du SRPJ de Montpellier ont révélé que Christian Pousset vivait bien au-delà de ce que lui permettaient ses revenus déclarés. Il justifiait notamment son niveau de vie par ses gains au casino. Mais comme tout joueur régulier, il perdait bien plus qu'il ne gagnait. Comment concrètement les enquêteurs ont-ils pu se renseigner sur les sommes jouées par Christian Pousset ? Les casinos tiennent des registres de change. Et à l'époque, les pertes et les gains de plus de 10 000 francs, c'est-à-dire 1 500 € d'aujourd'hui, y étaient obligatoirement consignés. Et c'est simplement en consultant ces registres que les enquêteurs du SRPJ de Montpellier ont pu évaluer les pertes de Christian Pousset au cours des 2 années qui ont précédé sa mort. Je vous rappelle que cette somme est estimée à 2 millions de francs, c'est quand même beaucoup d'argent. Quelques heures après le meurtre, un individu est venu spontanément livrer son témoignage aux policiers de Montpellier. Il a raconté que la veille, il avait joué pendant des heures aux côtés de Christian Pousset à une table de jeu du casino de la Grande Motte et qu'apparemment, ce soir-là, le leader syndicaliste avait encore perdu beaucoup d'argent. Il a ajouté qu'en raccompagnant Christian Pousset chez lui, il l'avait trouvé très nerveux, très inquiet. Est-ce que vous pensez que le mobile du meurtre puisse être une dette de jeu impayée ? Non. Dette de jeu ou dette tout court, c'est pas le banquier qui a envie de tuer son client, c'est bien souvent le client
qui a envie de tuer son banquier. Non, Arnaud, le créancier, celui qui a prêté de l'argent, n'a aucun intérêt à tuer son débiteur. En le tuant, il tue la dette. Il est sûr de ne jamais récupérer son argent. D'autant qu'en matière de jeu, ces prêts sont souvent occultes, donc non transmissibles. Alors bien sûr, à défaut de pouvoir recourir à des voies légales, à un huissier par exemple, le créancier peut avoir tendance à utiliser des moyens peu légaux, voire totalement illégaux, la menace, le chantage, voire même la violence. Mais tuer son débiteur, ça, sûrement pas. Le caissier du casino que nous avons interrogé va dans votre sens. Il raconte qu'en 25 ans de carrière, il n'a jamais vu de meurtre lié à une dette de jeu. Alors pourquoi les policiers ont-ils, selon vous, tout de même creusé cette piste ? Eh bien d'abord, ça permet d'évaluer les sommes brassées par Christian Pousset. Et puis en constatant cette addiction au jeu, les enquêteurs se sont légitimement posé la question de savoir si en parallèle des casinos, Christian Pousset ne fréquentait pas aussi des cercles de jeux clandestins. Parce que dans ces tripots, on peut faire des sales rencontres, on peut rencontrer des gros bras du milieu qui peuvent vous entraîner dans des affaires extrêmement dangereuses. Les enquêteurs n'ont pas établi que Christian Pousset fréquentait des cercles de jeux clandestins. Ils n'ont pas réussi à relier sa passion du jeu avec le meurtre. Cette première piste est donc totalement abandonnée. Ils se penchent alors sur l'entourage proche de la victime. En espérant remarquer quelqu'un ou quelque chose de suspect, les policiers assistent le 2 février 2001 à l'enterrement du leader syndicaliste. Tous ceux qui ont assisté aux obsèques de Christian Pousset se souviennent de l'ambiance étonnante qui y régnait. Les obsèques de Christian Pousset, ça rappelle complètement les obsèques et les enterrements des mafieux aux États-Unis. Comme on le sait, Christian Pousset était un amoureux des voitures. Et là, il y a eu un truc qui était vraiment, ça a rendu ces obsèques tout à fait surprenants. Il y a eu 3 corvettes qui étaient devant le corbillard. Quand le corbillard est arrivé devant l'église à la Grande Motte, il y avait d'autres corvettes derrière. C'était étrange. C'était Chicago. C'était l'enterrement d'un des patrons de la mafia ou de la pègre de Chicago. Mais il n'empêche que ça donnait un caractère une patine très étrange aux obsèques. Ce jour-là, la veuve du syndicaliste, habituellement discrète et réservée, attire les regards. Et je me rappelle, cette très jolie femme, les visages, les joues creusées, etc. Je me rappelle, à l'époque, elle avait un manteau de fourrure noire. Elle était complètement déstabilisée. Juliette Pousset s'est constituée partie civile après le meurtre de son mari. Richard Marcoux est son avocat. Ouais, Juliette s'était mariée avec Christian au mois de septembre, je m'en souviens très bien. Et elle est devenue veuve au mois de janvier. 4 mois. 4 mois après son mariage, elle suivait le cercueil de son mari. La veuve de Christian Pousset est une ancienne esthéticienne. Elle a rencontré son mari en 1989 à une réunion de la CDCA. Elle a ensuite très vite rejoint le syndicat en qualité de secrétaire administrative. En septembre 2000, le couple s'est marié à la Grande Motte. Elle a été complètement détruite par la disparition de son mari. C'est une femme qui ne s'en remet pas et qui ne s'en remettra jamais. Les policiers découvrent très rapidement que la veuve s'est rendue au Luxembourg 16 jours seulement après le meurtre. Ce voyage les intrigue, surtout que la jeune femme a tout fait pour cacher ce déplacement. La veuve de Christian Pousset est allée au Luxembourg où il y avait des comptes, évidemment, où il y avait des coffres. Donc les policiers l'ont appris, on ne cache pas grand-chose à une meute de policiers quand ils sont sur une enquête. Dans un premier temps, la veuve était maladroite en disant qu'elle n'y était pas allée. Bon, les policiers ont apporté la preuve qu'elle y était allée. Qu'a été faire Juliette Pousset au Luxembourg? Qu'allait-elle chercher? Les enquêteurs auditionnent Pierre Véraud, qui a été nommé président de la CDCA le lendemain du meurtre. Elle a voulu aller au Luxembourg pour des papiers. J'ai accompagné Juliette Pousset, vous pouvez me croire. On a mangé ensemble dans une brasserie au Luxembourg, et après elle a fait ce qu'elle avait à faire. Je ne peux pas vous dire où elle a été et ce qu'elle a fait. Pierre Véraud confie avoir vu la veuve de la victime entrer dans une banque, mais ses réponses restent évasives. Peut-être qu'elle voulait récupérer certains papiers. Moi je dis que là-dessus c'est son droit, hein, ma foi. Pareil, j'ai pas voulu lui demander ce qu'elle allait faire. Hein. Les policiers savent maintenant que la veuve s'est rendue dans un établissement bancaire. Entendue par les enquêteurs, l'épouse de la victime avoue qu'elle souhaitait accéder à un coffre ouvert par son mari. Mais elle ajoute que l'accès lui a été refusé. Puis, sous le feu des questions, la veuve finit par changer de version.
Les policiers l'ont amené à dire qu'il avait ouvert un coffre et là il se heurte aux déclarations de cette femme qui dit oui j'ai ouvert un coffre pour des papiers, des choses comme ça. Que contenait le coffre? Est-ce que le voyage au Luxembourg a un lien avec le meurtre? Christian Pousset avait-il caché de l'argent à l'étranger? Vous savez, quand Christian est mort, il n'était pas riche. Croyez-moi, il n'était pas riche, loin s'en faut. Pour Maître Marcoux, le déplacement de sa cliente dans l'établissement bancaire luxembourgeois n'aurait pas dû éveiller les soupçons des policiers. S'il y avait de l'argent dans une banque au Luxembourg, cet argent n'appartenait qu'à une seule personne, Christian Pousset, ou à sa veuve. Voilà, c'est aussi simple que cela. Les enquêteurs vont vérifier que le niveau de vie de l'épouse de la victime n'a pas changé après le meurtre. Ils veulent savoir si elle avait un intérêt financier au décès de son mari. Elle vit chichement. Elle vit pas du tout sur un grand pied. Hein. Donc si elle avait récupéré beaucoup d'argent, je ne sais pas si sa vie serait la même. Mais pour le moment, 1, on n'a pas de preuve qu'elle a récupéré beaucoup d'argent. 2, elle dit le contraire. 3, moi je l'ai observé avoir une vie quand même tout à fait normale et pas luxuriante du tout. L'entourage du couple est entendu. Ces deux personnes que j'ai jamais vues se disputer, ils ne sont jamais disputés. Et puis un couple qui s'entendait bien puisqu'ils ne se voyaient pas souvent. Parce que Christian Pousset, comme il faisait des réunions tous les jours, il ne rentrait pas de la semaine. Hein. Christian Pousset, c'était quelqu'un qui partait souvent le mardi et qui rentrait le vendredi. Hein. Elle avait pour Christian un amour hors limite. Il avait pour Juliette un amour hors limite. Car Christian savait être excessif quand il fallait l'être. Et quand il aimait à l'excès. C'était un vrai mariage d'amour. Ils s'aimaient et ils s'aimaient profondément. Les enquêteurs n'ont obtenu aucun élément matériel leur permettant de suspecter plus longtemps la veuve de la victime. Aucune charge ne pèse aujourd'hui contre cette femme qui a décidé de partir vivre loin de la région de Montpellier. Après avoir fouillé la vie personnelle de Christian Pousset, les policiers décident de recentrer leurs investigations autour de ses activités professionnelles. Ils se penchent alors tout particulièrement sur l'organisation syndicale que dirigeait la victime. Les enquêteurs auditionnent des militants de la CDCA. Ils cherchent à comprendre comment Christian Pousset galvanisait ses troupes et comment il exerçait son pouvoir. Il avait très bien compris que les gens en avaient marre et que ça n'était plus des paroles doucereuses qui auraient pu les faire avancer. Donc il a, je dirais, un peu diabolisé son système. Christian Pousset attise sans cesse la colère des adhérents. Et pour s'assurer de leur soutien sans faille, il a mis en place un système original et rentable. Christian Pousset avait un système qui était, d'une part, par rapport à ses adhérents, un système qui était diaboliquement efficace. 1, il leur prenait 1000 francs, 150 € de cotisation annuelle. 2, il leur faisait verser 2 chèques. 2 chèques de caution de 1000 francs, 150 € chacun. Et ils avaient l'obligation de venir aux manifestations. S'ils ne venaient pas aux manifestations, les chèques étaient gardés et encaissés. Le syndicat multiplie les actions musclées. Rien n'arrête Christian Pousset, qui n'hésite pas à embarquer ses militants dans des manifestations de plus en plus violentes. Les adhérents qui font la grève des cotisations sociales sont en permanence menacés par des huissiers chargés de saisir leurs biens pour que l'État se rembourse des sommes non versées. À chaque fois, le syndicat défend ses adhérents. Alain Neneuf était à l'époque journaliste pour Midi Libre. Il a couvert plusieurs manifestations. L'huissier arrive, ils sont 200, l'huissier même avec un commissaire de police, ils peuvent rien faire, ils sont là, il les noie sous le nombre, et s'ils discutent après, bon, bah, ça peut devenir violent, quoi. C'est genre goudron et plume, un peu comme au Far West. Christian Pousset est extrêmement virulent. Au fil des années, ses discours deviennent de plus en plus menaçants. Chaque coup qui sera porté contre nous, nous riposterons. Et je m'adresse particulièrement aux huissiers de justice. Je m'adresse particulièrement aux députés de cette région. Je m'adresse au préfet en personne qui a essayé de nous rouler, qu'il sache que ce n'est pas aux immeubles que je m'en prends, mais à leur personne. Les forces de l'ordre redoutent les actions coup de poing du syndicat, qui se vantent d'avoir plus de 200 000 adhérents dans toute la France.
Je me souviens vraiment de discussions avec des policiers chargés d'assurer la sécurité publique, disant « il y a une manifestation de Pousset demain, qu'est-ce que ça va être encore ?» Non, il y avait vraiment sérieusement une énorme appréhension, une énorme crainte des agissements de Christian Pousset. Hein. Le secrétaire national de la CDCA devient alors le symbole d'un militantisme sans limite. Le leader syndicaliste bafoue ouvertement les lois et les principes de la démocratie. S'il y a quelqu'un qui a gêné le pouvoir public, c'est bien Christian Pousset. Il était redouté par toutes les préfectures du sud de la France et même d'ailleurs. Il y a eu des actions de masse limite violentes, oui, c'est vrai. Quand on envahissait une caisse retraite ou une caisse maladie, c'est vrai qu'on ne faisait pas dans la dentelle, on passait tout par la fenêtre, évidemment. Mais pourquoi on passait tout par la fenêtre? C'est qu'il y avait vraiment ras-le-bol, quoi. Christian Pousset ne cache pas ses ambitions. Il a soif de pouvoir et de reconnaissance publique. Sa notoriété locale ne lui suffit plus. Il rêve maintenant d'un destin national et décide de se porter candidat à l'élection présidentielle de 1995. Mais le syndicaliste ne réussit pas à obtenir les 500 signatures obligatoires. Avec seulement 380 parrainages d'élus, il doit jeter l'éponge. Cet échec n'arrête pas Christian Pousset qui va continuer à la tête de la CDCA de défier l'État. Le 30 octobre 1995, Bordeaux est le théâtre d'une nouvelle manifestation particulièrement violente. 2500 commerçants et artisans sèment la panique dans la ville. Plusieurs caisses de retraite sont incendiées. Les médias couvrent l'événement et la détermination des membres de la Confédération de défense des commerçants et des artisans fait peur. Vous voyez les images de l'époque, le feu, le machin, la tour en feu, enfin bref. Il fallait bien qu'on se fasse comprendre par l'État français en leur faisant voir qu'effectivement on est quand même assez nombreux, quoi. C'est pas des cas isolés, quoi. Les gens, ils avaient plus rien à perdre. En décembre 1996, lors d'un meeting à Perpignan, Christian Pousset profère des menaces de mort à l'encontre d'un magistrat en charge d'une instruction sur la gestion du syndicat. Il avait l'impression que ce qu'il pouvait faire et dire serait toujours impuni. Il ne se voyait pas avec les menottes au poignet. Suite à cette énième provocation, Christian Pousset est interpellé au volant de sa voiture et placé en garde à vue le 28 novembre 1996. Les policiers perquisitionnent alors son domicile et découvrent un fusil à pompe, un pistolet à grenaille, un Colt 45 et des boîtes de munitions. Le leader syndicaliste est mis en examen pour menace de mort sur un magistrat en cours d'exercice et pour acquisition et détention illégale d'armes de première et quatrième catégorie. Il est alors placé en détention provisoire. Je le revois toujours arriver au palais de justice dans ce fourgon. C'était quelqu'un d'abattu, c'était pas quelqu'un de flamboyant. Le 3 décembre 1996, le tribunal correctionnel de Montpellier condamne Christian Pousset à 12 mois de prison ferme. Le leader syndicaliste fait appel et écope finalement d'une peine encore plus sévère, 2 ans ferme. Alexandra avait alors 12 ans. Elle se souvient de ses visites au parloir de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier. Je lui en voulais d'être en prison, donc je le boudais un peu. Quand on va au parloir, le plus dur c'est de passer toutes ces portes et d'attendre que ça se referme. Mais bon, quand j'y étais, il était toujours souriant, il ne me montrait pas que ça allait pas, ou il me demandait si je travaillais bien à l'école, si j'avais des petits copains, et si je n'avais pas trop de moqueries de la part justement des gens dans la classe. C'est surtout ça qui me souciait, on va dire. Enfin, pour moi à l'époque, ça a été très dur. Et même encore maintenant, enfin, j'aime pas en parler du tout, parce que ça remonte pas mal de souvenirs. Christian Pousset est ensuite transféré à Paris, à la prison de la Santé, où il finit de purger sa peine dans le quartier VIP. Il entame alors une grève de la faim, en contestant le bien fondé de son incarcération. Après 13 mois de détention, il obtient une libération conditionnelle et sort le 15 décembre 1997. Ses partisans sont là et l'acclament comme un héros. Christian Pousset reprend son combat politique, avec à ses côtés Jean-Gilles Maliarakis, connu pour avoir dirigé le mouvement d'extrême droite, Troisième Voie. Et nous gagnerons la guerre.
L'un des lieutenants de Christian Pousset était un membre d'extrême droite. Hein, et c'est lui qui était en charge de la propagande du CDCA, qu'on appellerait aujourd'hui de la communication de la CDCA. Plus ça allait, plus il était dans des valeurs de la droite dure, quoi. Le syndicat est alors secoué par des conflits internes. Christian Pousset est contesté. Qu'il y ait une jalousie déjà avec la notoriété qu'avait su acquérir Christian Pousset, qu'il y ait de la jalousie avec cette espèce de rôle de gourou, d'être magnifique, qui s'est levé un petit peu la harde pour se lancer à l'assaut de l'État et tout ça, qu'il y ait une jalousie et un rêve de conquérir cette place, c'est complètement logique, complètement plausible. Mais Christian Pousset reste sûr de lui et n'écoute pas les critiques. On lui a montré qu'il avait maintenant les moyens en hommes, qu'il avait les moyens en argent, qu'il avait une organisation autour de lui. J'hésite à dire que nous étions dans la formation d'une mafia, mais on n'en était pas loin. Au fil de leurs investigations, les policiers du SRPJ de Montpellier découvrent que Christian Pousset s'était radicalisé depuis quelques années. Le leader syndicaliste était autoritaire, souvent violent, toujours jusqu'au boutiste. Les enquêteurs se sont bien sûr intéressés aux nombreuses rivalités et tensions internes qui régnaient au sein de la CDCA. Ils ont interrogé tous les cadres dirigeants de l'organisation, mais n'ont trouvé aucune preuve de leur implication dans l'assassinat de Christian Pousset. Les policiers vont maintenant focaliser leurs recherches sur les activités financières de la victime. Il apparaît en effet que Christian Pousset, l'ancien marchand de chaussures, avait mis en place un incroyable réseau de sociétés en France et à l'étranger qui générait beaucoup d'argent. Nous avions commencé par une grève de cotisation vieillesse. Oui, je vous demande d'arrêter aujourd'hui de payer vos cotisations maladie et de vous inciter à vous protéger par des contrats privés. Dans cette déclaration qui date du 24 février 1991, Christian Pousset propose à ses adhérents de souscrire des contrats auprès d'une société privée, contrats se substituant au régime général de la sécurité sociale. Pour organiser son système, le syndicaliste prend comme associé un courtier en assurance du nom de Philippe Varnier. En un mot, on disait aux gens, on va vous assurer à titre privé pour la maladie, pour les accidents, pour la vieillesse, etc., pour la retraite. Avec nous, ça coûtera beaucoup moins cher. Effectivement, ils avaient des assurances privées qui étaient 4 ou 5 fois moins chères que ce qu'ils payaient, eux, à l'assurance maladie. La société Triple Trade, chargée d'enregistrer les adhésions, est implantée dans les locaux de la CDCA à Montpellier. Tout est fait pour inciter les militants à se lancer dans la grève des cotisations obligatoires. De nombreux petits commerçants et artisans souscrivent les contrats d'assurance privée. Ils ont une confiance totale en Christian Pousset et ne mesurent pas les risques qu'ils prennent. Les artisans et commerçants ne cotisaient plus, ils faisaient la grève, ils n'étaient plus couverts, ni pour la maladie, ni pour la retraite. Donc ils ont créé des organismes de substitution. Ce qui fait que, moralement et réellement, non seulement les artisans et les commerçants étaient face à des cotisations obligatoires qui s'enregistraient et qui allaient être décomptées au moment de leur retraite, mais en plus, ils étaient obligés de payer un engagement secondaire. C'était une véritable escroquerie. En 1996, le syndicat aurait déjà vendu 25 000 contrats à ses adhérents. Le CDCA décide de faire une sécurité sociale parallèle. Et donc, ils ont des sommes colossales d'argent. Et évidemment, ils ne peuvent pas les placer en France, parce que tout de suite, le fisc les saisirait. Pour échapper au trésor public, la société Triple Trade, dont le siège social est situé dans la zone franche de l'île de Madère, transmet les dossiers d'adhésion à 2 sociétés de courtage, implantées à Bristol et à Dublin. Ces 2 sociétés sont elles-mêmes reliées à 2 autres structures localisées à Londres et dans une île au large de l'Australie. Jacques Molena a enquêté pour le journal L'Express sur ces montages juridiques complexes. Il y en a qui ont estimé qu'à l'époque on parlait en francs, qu'ils avaient récolté quelques 50 millions de francs
qui étaient planqués dans ces sociétés offshore. Donc le système était juteux. On parle quand même d'un petit trésor de guerre de la CDCA, que c'était vraiment beaucoup d'argent. Et comme semble-t-il, ça n'a jamais été retrouvé, où est passé cet argent, c'est une vraie question. En quelques années, Christian Pousset a bâti un empire opaque et inestimable. Quand vous commencez à regarder comment c'est construit tout ça financièrement, vous découvrez que rien n'est à lui. Tout appartient à des sociétés anonymes, à des sociétés avec des montages financiers complètement extraordinaires. Vous découvrez une galaxie de sociétés privées anonymes, offshore, qui partent de Dublin, qui vont au Luxembourg, qui vont en Allemagne, qui vont à Londres, on en trouve même au Vanuatu. Pourquoi pas? Mais donc il ne fallait pas qu'on ait d'argent en France. Donc tout était à l'étranger. Les militants de la CDCA ignoraient tout de l'organisation du système d'assurance privée. Lorsqu'ils étaient malades, ils percevaient le remboursement de leurs soins par une société localisée à Avignon. Les enquêteurs découvrent que Christian Pousset a ensuite ouvert plusieurs sociétés de conseil en délocalisation et en investissement. Christian Pousset est rentré, je ne vais pas dire dans un jeu, mais a fait un peu du business en délocalisant les entreprises, c'est-à-dire en délocalisant sur Madère, en délocalisant en Angleterre, en ouvrant des comptes bancaires à l'étranger pour les gens, pour les chefs d'entreprise. Il y avait des banques qui étaient extérieures à la communauté européenne, qui étaient bien loin, dans des paradis fiscaux. Et donc cet argent-là devait rapporter à tout prix. Cette nouvelle activité économique va fortement déplaire aux petits artisans et commerçants. Vous savez, quand vous avez 500 travailleurs indépendants dans une salle, ces gens-là qui ne peuvent pas payer leur cotisation retraite et maladie, ils n'aiment pas entendre parler de délocalisation ou d'ouverture de compte. Et je pense qu'il y a une grande partie des gens, à la fin, qui n'étaient pas d'accord avec lui. C'est sur ces montages de société. Des voix se sont élevées pour dénoncer l'affairisme de Christian Pousset. Il y avait des gens qui venaient pour demander où l'argent passait. Ils voulaient savoir l'argent des adhésions, ce que le CDCA en faisait. Jamais j'aurais osé demander à Christian Pousset où passait l'argent du CDCA. Il y en a qui l'ont fait, je peux vous dire. Les dernières réunions du Bureau national, il y a eu des bagarres. Certaines personnes ont quitté le CDCA. Philippe Cabassu, commerçant et militant à la CDCA, est un de ceux qui a osé exprimer son mécontentement. Je considérais qu'on n'allait plus dans la bonne direction. On avait perdu le politique pour rentrer dans l'affairisme, et ça, c'était pas bon. Et moi, j'adhérais au CDCA pour la ligne politique et syndicale, pas pour la ligne financière. Si j'avais pu imaginer que le mouvement évoluerait dans ce sens-là, j'aurais peut-être pas mis mes pieds. On m'a remercié parce que je n'adhérais plus à la ligne. On m'a demandé de partir. On m'a dit que j'avais plus ma place au CDCA. Les critiques, contestations et angoisses des adhérents n'ont jamais influencé Christian Pousset. Le leader syndicaliste, devenu homme d'affaires, semblait ne plus avoir de scrupules. Christian Pousset vivait avec le standing d'un patron de multinationale. Il avait un avion privé, il roulait dans de très belles voitures et curieusement, rien n'était à lui. Donc, s'il avait des ennuis financiers, il était devenu insolvable. Il était devenu insaisissable. Comment des milliers d'artisans et de commerçants ont-ils pu, d'une part, arrêter de payer leurs cotisations sociales obligatoires et d'autre part, souscrire à des contrats d'assurance privée sans se douter que ce système n'était pas viable ? Christian Pousset était parvenu à leur faire croire qu'il allait réussir à casser, à briser le monopole de la sécurité sociale. Et pour ce faire, il avait engagé un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Cette haute juridiction avait rendu son arrêt en février 1993. Et dans cet arrêt, pour faire simple, elle avait déclaré que la sécurité sociale ne pouvait pas être soumise au libre jeu de la concurrence. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale n'est pas une organisation commerciale. De ce fait, dès le début de l'année 93, Christian Pousset savait parfaitement qu'il entraînait ses adhérents droit dans le mur. On sait d'ailleurs que de nombreux commerçants et artisans ont été obligés de vendre leurs boutiques pour rembourser à l'État les cotisations non versées. Est-ce qu'on peut imaginer que le meurtre puisse être la vengeance de l'un d'eux, ruiné et fou de colère ? Non, j'imagine mal un artisan, un commerçant, un épicier, un menuisier assassiner ou faire assassiner Christian Pousset de cette manière.
armes automatiques de gros calibre, cagoules, tirs précis, aucune parole échangée. Non, la vengeance d'un adhérent floué, désespéré, aurait revêtu un caractère plus artisanal. Des paroles auraient été échangées, la colère se serait manifestée. Non, là, c'est trop froid, trop méthodique, trop calculé. Alors, il y a une autre théorie pour expliquer l'assassinat de Christian Pousset, et je sais qu'elle va vous plaire. Certains de ses proches n'ont pas hésité à dire que le leader syndicaliste aurait été tué parce qu'il représentait une menace pour l'État. Ah oui, ça me plaît beaucoup, c'est bien connu. En France, on n'hésite pas à éliminer physiquement tous les opposants, les contestataires, les trublions, les agitateurs de tout poil. Non, Arnaud, faut être sérieux, cette théorie, elle tient pas la route, elle est absurde. En revanche, il est évident que certains services de l'État s'intéressaient aux agissements de Christian Pousset. Ces services, ça devait être à l'époque les renseignements généraux et probablement aussi les agents du fisc. Mais ils s'intéressaient à lui, sûrement pas pour le tuer. Au cours de leurs auditions, les enquêteurs ont recueilli de nombreux témoignages évoquant la mort de Philippe Varnier, l'homme avec lequel Christian Pousset a créé son système d'assurance privée. Cet homme est en effet décédé quelques mois avant le meurtre dans des conditions qui restent pour beaucoup très mystérieuses. Samedi 9 septembre 2000, 17h. Un petit avion privé, un Piper PA-31 Navarro, roule sur la piste de l'aérodrome de Candillard. Le ciel est dégagé. Philippe Varnier est aux commandes. Il annonce à la tour de contrôle qu'il décolle pour Avignon. Mais quelques minutes plus tard, les deux moteurs du petit avion s'arrêtent vers 500 pieds, soit à peu près 150 mètres de hauteur. Un témoin voit alors le Piper virer brutalement à gauche, piquer vers le sol, puis s'écraser dans un champ. La gendarmerie des transports aériens, dépêchée sur les lieux, découvre l'épave de l'avion. Les conclusions des enquêteurs sont alors formelles. Les deux réservoirs de carburant étaient vides. Et je dis que c'est un accident bizarre, quoi. Parce que quand vous êtes un pilote comme lui, très bon pilote même, et que vous oubliez certaines choses, c'est pas normal. C'était un homme très soigneux, qui vérifiait plutôt 3 fois qu'une l'avion dans lequel il montait. Et il a pris son avion, il est parti, et il est tombé en rade d'essence. Et ça, c'est quand même assez incroyable, quoi. L'annonce du décès de l'associé de Christian Pousset et la révélation de la cause de l'accident bouleversent les dirigeants de la CDCA. Comment Philippe Varnier a-t-il pu décoller sans carburant? Ce qui me paraît étrange, c'est quand on est pilote d'un petit avion, qu'on connaît le pilotage, donc on fait un chèque avant de décoller, me semble-t-il, et je ne crois pas qu'on décolle sans essence. Donc quand un avion, en décollant, s'écrase quelques kilomètres plus loin parce qu'il n'y a plus de carburant, vous me direz ce que vous voulez, mais je ne sais pas. Ça me paraît louche. La gendarmerie des transports aériens auditionne le responsable de l'entretien de l'avion. L'individu déclare avoir déposé une feuille volante sur le siège pilote pour alerter Philippe Varnier du faible niveau des réservoirs. Gérard Felzer, ancien pilote de ligne et spécialiste de l'aviation civile, s'étonne des conditions du crash. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le pilote n'a pas fait le plein de carburant sur l'aérodrome duquel il est parti. Ça, c'est une chose incompréhensible. On dit à un pilote, il faut avoir de l'eau sous la quille, c'est-à-dire qu'on met le plein de réservoir et puis on réfléchit après. Ben, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il était pressé? Mystère. Il y a dans chaque avion un carnet de vol. Tous les trajets y sont consignés. Et à chaque fois qu'un pilote remplit les réservoirs de carburant, il doit inscrire précisément le volume d'essence embarqué. Philippe Varnier aurait donc dû consulter le carnet de vol du petit bimoteur. L'expertise de l'épave de l'avion a révélé que les deux réservoirs étaient complètement vides. Mais un élément troublant attire l'attention. La jauge du réservoir gauche indiquait une quantité restante d'un quart de volume. Philippe Varnier a peut-être pensé à tort qu'il avait assez de carburant pour son vol. Lorsque on prend un avion en main, quand on est pilote, qu'on a une jauge qui est vide, l'autre qui était au quart, même si c'est pour faire un petit trajet, en général on regarde. Et il faut toujours comparer ce qui est indiqué avec la réelle quantité à bord. Soit on jauge avec un bout de bâton à la limite, où on regarde, les heures de vol effectuées, mais en tous les cas on part pas comme ça. Mais au-delà des erreurs humaines du pilote, se pose la question de la jauge défectueuse. Comment est-il possible que cet indicateur si précieux ait été déréglé?
On peut toujours tout trafiquer, hein. On peut couper des fils, n'importe qui peut rentrer dans un hangar, hein. Surtout Candiargues, qui est le petit terrain, c'est pas un terrain qui est hyper surveillé. Alors une mauvaise manipulation de quelqu'un d'extérieur qui décale l'aiguille, c'est toujours possible. On peut supposer qu'on a déréglé les manettes, ou on a, je sais pas ce qu'on a fait, mais effectivement on peut avoir un doute, quoi. On peut avoir un doute. Après, on n'a aucune preuve. 4 mois après le crash de l'avion de Philippe Varnier, Christian Pousset est abattu dans son bureau. La thèse du double assassinat se développe alors au sein de la CDCA. Il ne pouvait y avoir que des complicités à l'intérieur même de l'organisation pour connaître l'emploi du temps exact et de Christian Pousset et de Philippe Varnier, parce que pour moi, c'est la même opération, c'est les mêmes hommes qui ont fait cela. Pour moi, il n'y a pas eu un seul meurtre à ce moment-là, il y en a eu 2. Philippe Varnier a été assassiné, c'est certain. Varnier, c'était quand même celui qui faisait les contrats, de tous les contrats privés que proposait la CDCA aux commerçants et artisans. Il n'apparaissait pas en premier sur l'affiche, mais il était là, c'était une part importante. Il était forcément au courant des activités de la CDCA, il connaissait tous les montages financiers de la CDCA. Et après la mort de Christian Pousset, on voit comment ça s'est passé, que les gens relient les deux, ça peut se comprendre. Ça fait une série, quoi. On se dit, oui, bah, ils ont coupé les têtes, quoi. Les 2 principales têtes. Le financeur, celui qui organisait, et le politique, quoi. L'enquête de la gendarmerie des transports aériens a définitivement conclu que le crash était accidentel, sans donner plus de précisions sur l'origine du dérèglement de la jauge. Jean-Marc, nous sommes sur l'aérodrome de Candiargues, d'où a décollé Philippe Varnier le 9 septembre 2000. Son accident, suivi 4 mois plus tard du meurtre de Christian Pousset, a créé un véritable climat de paranoïa au sein de la CDCA. Est-ce que vous pensez que le crash de l'avion de Philippe Varnier puisse être en réalité un meurtre maquillé en accident? Je comprends bien sûr qu'a posteriori, on se pose des questions sur les circonstances de cette mort. Mais si on considère que ce sont les mêmes personnes qui sont à l'origine de la mort de Philippe Varnier et de celle de Christian Pousset, on doit se poser également des questions quant au mode opératoire utilisé qui sont extrêmement différents. D'un côté, la ruse, la discrétion, et on ne se donne pas toutes les chances de réussir. De l'autre côté, il s'agit d'un assassinat extrêmement brutal, violent, fait devant des témoins qui ne laissent à la victime aucune chance d'en réchapper. Non, Arnaud, je ne crois pas qu'il y ait de lien entre ces 2 affaires. Je pense, comme la gendarmerie des transports aériens, que le décès de Philippe Varnier est réellement accidentel. Alors la thèse de l'accident a d'ailleurs été confirmée par un rapport du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Le BEA n'a découvert aucune trace de sabotage sur l'épave de l'avion de Philippe Varnier. Alors il y a un autre rapprochement qui a été fait avec l'assassinat de Christian Pousset, cette fois-ci avec une affaire bien connue du grand public. En 2011, un journaliste a publié un livre sur la disparition inexpliquée du docteur Yves Godard, parti en mer avec ses 2 enfants. Pour lui, il ne s'agit pas d'un drame familial, mais d'un meurtre s'expliquant par l'appartenance d'Yves Godard à la CDCA. Ce qui est sûr, c'est que Yves Godard adhérait bien à la CDCA et qu'il en respectait scrupuleusement les consignes. Il plaçait l'argent qu'il aurait dû verser à la sécurité sociale dans des sociétés gérées par Christian Pousset et installées dans des paradis fiscaux. Selon la thèse du journaliste, le docteur Godard aurait cherché en vain à récupérer cet argent. Il aurait alors menacé l'organisation gestionnaire de ses comptes de tout révéler de son fonctionnement et c'est pour cela qu'il aurait été tué. Le problème, c'est que le métier d'enquêteur n'a rien à voir avec celui de journaliste. Dans son bouquin, dans son espèce de polar, ce journaliste n'apporte aucun élément, aucune preuve à ce qu'il avance. Ce qui est sûr, c'est que les affaires non élucidées sont toujours un terreau fertile pour les rumeurs et les fantasmes. L'instruction sur la disparition du docteur Godard est close depuis septembre 2012 et les enquêteurs du SRPJ de Montpellier n'ont fait aucun lien entre les 2 affaires.
Il y a aujourd'hui une piste que privilégient les enquêteurs pour expliquer le meurtre de Christian Poucet, mais pour récolter des preuves, entendre des témoins et faire éclater la vérité, les policiers doivent mener des investigations à l'étranger. Ils suivent avec patience cette piste difficile à creuser depuis le 18 janvier 2002. Un an après la mort de Christian Poucet, un quotidien portugais publie un article dans lequel un journaliste affirme avoir reçu les confessions d'un individu ayant participé à la préparation du meurtre de Christian Poucet. L'homme qui aurait fait ces révélations est un garde du corps brésilien. Il dit avoir travaillé à Madère pour une femme d'affaires associée à Christian Poucet. Et il accuse son ex-patronne d'être à l'origine de l'assassinat. D'après ce que l'on sait, d'après les déclarations d'un gros bras au Brésil, cette femme a commandité l'exécution. Voilà, c'est ce que, actuellement, c'est la piste qui prédomine. Hein. C'est une exécution pour des raisons financières liées à tout ce financement à l'étranger de sociétés offshore qui permettaient de gérer l'argent des membres de la CDCA, et c'est important quand même. Les enquêteurs prennent ces nouvelles informations très au sérieux. Ils cherchent alors à comprendre qui est la femme mise en cause dans l'article. Cette mystérieuse associée portugaise, que nous appellerons Anita, a fait la rencontre de Christian Poucet et de Philippe Varnier en septembre 1994 à Porto. Le leader de la CDCA cherchait alors quelqu'un pour gérer ses sociétés de Madère. Ils essayent de trouver des gens qu'ils ont confiance. Bon, je pense, moi j'imagine, qu'ils tombent sur une femme qui est catholique, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. On la décrit habillée de noir, très pieuse, très réservée. Je sais pas, bon, c'est un peu probablement un fantasme. Mais bon, elle va plutôt, je pense, leur donner l'extrême onction, quoi. En fait, on a plus l'impression qu'ils se sont fait avoir et ils se sont retrouvés face à des forces qui les dépassaient. Au fil des auditions de témoins, les enquêteurs du SRPJ de Montpellier dessinent le profil d'Anita. C'est une dame, c'est une Christian Poucet numéro 2. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de caractère, très fort dans les affaires. Anita se montre très vite extrêmement efficace. Je crois que c'était pas une commerçante, cette femme, c'était une banquière en quelque sorte. Mais une banquière, allez, on va dire offshore. Donc, qui pouvait placer cet argent, qui devait le faire fructifier et qui probablement lui avait déjà fait faire des petits. Les enquêteurs découvrent qu'Anita aurait au fil des années pris une place très importante dans les sociétés de Madère, créées par Christian Poucet. Ils apprennent également que peu à peu, les relations entre les deux associés se sont dégradées. Je sais qu'il y a eu une dispute entre les deux. Et après, s'ils se sont disputés ensemble, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y a peut-être eu des gourmands dedans, il y a peut-être eu, mais moi là-dedans, j'accuse personne. Il semblerait que Christian Poucet craignait qu'Anita détourne à son profit les bénéfices de ces sociétés. On sait qu'avec cette femme, ils se sont dit des mots, c'était très dur entre deux à la Grande Motte. Et on sait que cette femme était à la tête de sociétés à Madère, dont le but était quand même de récupérer l'argent pour l'argent des cotisants. Donc elle gérait beaucoup d'argent. Le 29 mai 2000, Christian Poucet dépose plainte contre Anita pour vol de documents relatifs à une société d'assurance. La femme d'affaires contre-attaque en déposant à son tour une plainte le lendemain. Elle accuse Christian Poucet de détournement de clientèle, d'escroquerie et de menaces de mort. Christian Poucet avait pris l'habitude de ne pas mâcher ses mots, d'y aller carrément. Il pensait qu'il était intouchable, invincible, et donc qu'il ne se laissait pas impressionner, surtout pas par une femme. Est-il possible qu'Anita, se sentant menacée, ait voulu éliminer son rival ? Le magistrat instructeur de Montpellier délivre le 14 mai 2003 une commission rogatoire internationale pour que le garde du corps, ayant parlé aux journalistes, soit entendu et précise ses accusations. Il faudra attendre le 25 mai 2004 pour que l'homme soit auditionné par un juge brésilien, en présence de policiers français. Cet homme, après avoir confié ce qu'il a confié avec moult de détails aux journalistes, cet homme est revenu sur ses déclarations. Il a dit qu'il n'avait rien dit. Traditionnellement, les gens reviennent sur leurs aveux peu après. Hein. Donc, les policiers reviennent et ils n'en sauront pas plus, quoi. Les enquêteurs du SRPJ de Montpellier contactent alors par téléphone le journaliste à l'origine des révélations. Celui-ci affirme détenir des enregistrements de ses conversations avec le garde du corps d'Anita.
Il accepte par la suite de transmettre ces éléments aux policiers portugais. Sur les cassettes, le garde du corps explique que son ancienne patronne aurait commandité l'assassinat. Il ajoute s'être rendu en France avec un proche d'Anita pour embaucher des tueurs à gages à Marseille. Le Brésilien confie aussi avoir déposé la somme de 150 000 $ sur un compte en banque au Luxembourg. Selon lui, cette somme devait rémunérer les assassins. La cassette qui a été donnée au service de police, on les a suffisamment intéressés et a été rendue suffisamment crédible qu'ils ont détaché des policiers à eux au Brésil pour aller interviewer cet homme. Les policiers français sont retournés au Brésil pour auditionner une nouvelle fois le garde du corps. Mais leur voyage s'est soldé par un nouvel échec. Le Brésilien a une seconde fois nié avoir tenu ses propos. Il dément être l'homme dont on entend la voix sur la cassette. De son côté, Anita est venue en France pour répondre aux questions des enquêteurs. Elle a nié être la commanditaire de l'assassinat de Christian Poucet. Son implication dans le meurtre n'est absolument pas prouvée. Elle vivrait aujourd'hui au Portugal. Et là, ils ont affaire quand même à du très fort, les policiers. Hein. C'est de l'international, c'est du très fort, c'est bien monté, à ce qu'il semble. Hein. On n'est pas dans l'affaire. Hein. Mais de l'extérieur, je crois qu'ils ont affaire à rude partie, là. Jean-Marc, l'article révélant les accusations du garde du corps brésilien est publié en janvier 2002. Il faudra attendre mai 2004, soit plus de 2 ans, pour que cet homme soit enfin entendu. Comment peut-on expliquer un délai aussi long ? Les investigations à l'étranger nécessitent forcément un délai assez long. Il faut que le juge d'instruction français délivre une commission rogatoire internationale pour que la police et la justice brésilienne entendent ce garde du corps. Alors cette commission rogatoire, elle va suivre un chemin assez long et compliqué. Les ministères des Affaires étrangères et les ministères de la Justice des 2 pays vont devoir l'examiner. Français et brésilien. Absolument. Vont devoir l'examiner et la valider avant qu'elle soit transmise au service chargé de l'exécuter. Mais avant qu'elle soit exécutée, il faut finir dessus le nom du garde du corps et son adresse. Et concrètement, comment le juge d'instruction peut-il obtenir ces informations ? Le juge d'instruction va se retourner vers les fonctionnaires du SRPJ de Montpellier qui vont faire la demande à Interpol. En même temps, ces policiers vont s'adresser à leur collègue qui est en poste à l'ambassade de France au Brésil, à Brasilia, afin qu'il active les services brésiliens pour qu'ils exécutent réellement cette demande. Parce que dans chaque ambassade de France, en fait, il faut savoir qu'il y a un ou plusieurs policiers qui font la liaison avec leurs collègues locaux. Absolument, ces policiers sont un lien entre les polices locales et la police française. Le garde du corps brésilien a pu être entendu à 2 reprises. Comment, malgré les enregistrements dont disposent les policiers du SRPJ de Montpellier, a-t-il pu nier avoir tenu ses propos aux journalistes ? Cet enregistrement fait par un journaliste, il ne peut pas faire foi, c'est pas une preuve. Il faudrait pouvoir le comparer à un enregistrement fait en présence de la police. Or, quand il a été entendu au Brésil, il n'a pas voulu que sa voix soit enregistrée. Donc, il n'y a pas de comparaison technique possible. Évidemment, si les choses s'étaient passées en France, ça aurait été différent. Il y aurait probablement une mesure de garde à vue, on aurait vraisemblablement enregistré la voix de cet homme, et puis on aurait pu procéder à un certain nombre d'investigations, on aurait pu faire une perquisition à son domicile, on aurait pu le confronter à d'autres témoins, on aurait pu faire des recherches sur ses comptes bancaires, des recherches en ce qui concerne sa téléphonie, et puis on aurait pu le conduire à Marseille pour qu'il reconnaisse éventuellement les lieux où il a rencontré ces fameux truands. On aurait pu faire un tas de trucs. Mais là, les policiers du SRPJ de Montpellier sont un peu coincés. Je voudrais bien que votre émission, ça puisse faire quelque chose de bien et qu'on retrouve qui a assassiné Christian Poucet. Je crois que c'est l'un des grands crimes qui n'est pas élucidé en France. Hein. Je pense même aujourd'hui, tout le monde aimerait savoir pourquoi Christian Poucet a été exécuté. On attend. Les amis de Christian Poucet ont créé une association pour faire vivre sa mémoire. On refait un peu le monde, on refait un peu tout ce qu'on a vécu avec Christian, toutes les réunions qu'il a pu animer, les combats qu'il a pu mener. On a mis des années à accepter, et encore on l'accepte difficilement aujourd'hui, puisqu'on ne connaît pas
On ne connaît pas ces assassins. Les années passent, mais le désir de connaître la vérité ne s'efface pas. Quand on massacre comme ça un chef de famille, c'est tout son entourage qui en pâtit. Et donc, il faut absolument que la vérité soit faite. Mon père, il serait fier de moi. Et je sais que de toute façon, qu'il nous regarde d'en haut et qu'il m'encourage de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé cette journée. C'est dommage qu'il n'ait pas pu voir ses petits-enfants et mon mariage et ma vie d'aujourd'hui. Christian Poucet était un personnage controversé. Enivré par le pouvoir et grisé par l'argent, ce fils de marchand de chaussures était un homme pressé. Flambeur, leader syndicaliste charismatique et homme d'affaires peu scrupuleux, il brûlait sa vie sans se soucier du danger. Les policiers du SRPJ de Montpellier pensent aujourd'hui être tout près d'élucider son assassinat. Mais pour que cette vérité policière devienne une vérité judiciaire, les enquêteurs doivent maintenant réunir des preuves matérielles irréfutables. Bonsoir. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone. And I sit alone, my heart by the phone. And so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know why. I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I cannot believe
that hasn't been said before. I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone. And I sit alone, my heart by the phone. And so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know why. As it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I cannot believe all the tears that I've cried. I'm all alone, and honestly I don't know why. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone. And I sit alone, my heart by the phone. And so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I don't know why.
as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I cannot believe all the tears that I've cried. I'm all alone, and honestly I don't know why. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone, and I sit alone, my heart by the phone, and so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I don't know why. I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I cannot believe all the tears that I've cried. I'm all alone, and honestly I don't know why. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time.
it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know why. As it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I cannot believe all the tears that I've cried. I'm all alone, and honestly I don't know why. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone, and I sit alone, my heart by the phone, and so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I don't know why. As it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place
What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone. And I sit alone, my heart by the phone. And so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to